Aujourd'hui, on va vous présenter une recherche nouvelle qu'on a préparée exprès pour ce colloque, dans laquelle on va faire un peu un pas de côté, vous allez voir, et on va se concentrer sur la trajectoire d'une femme, Henriette Heath, qui a été en contact avec le mouvement de l'éducation nouvelle au début du XXe siècle. On va faire une brève intro sur les questions de la méthodologie qu'on a employée, ensuite une brève biographie avec une chronologie qui permet de situer le moment où elle arrive à Genève. Et ensuite, on va prendre deux angles d'analyse pour montrer son engagement multiple dans diverses causes. Et Viviane va d'abord présenter son engagement pour l'espéranto, et moi, je vais parler de son engagement Quakers. Et on va finir par une petite conclusion, si on y arrive dans les temps. Au niveau des sources, je vais peut-être aller très très vite. On a regardé beaucoup de fonds associatifs, militants, on a travaillé à partir des archives de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Et puis, par rapport à notre démarche, ce qui est important de dire, c'est qu'elle a consisté, si on veut, à prendre le cas particulier d'Henriette Heath pour observer comment des acteurs et des actrices de l'époque s'impliquent dans telle ou telle cause et pour mieux comprendre leur réseau de sociabilité militante. On l'a aussi pris comme cas particulier parce qu'on est parti du postulat que ça permettait d'observer comment des causes peuvent être liées à des pratiques pédagogiques et vice-versa, et comment l'éducation nouvelle s'inscrit dans une nébuleuse de causes plus ample. D'autre part, on est parti d'un autre postulat, c'est que notre objet est un objet d'histoire transnationale, qu'il implique des circulations transnationales pour deux raisons. Premièrement, ça nous a permis d'intégrer une réflexion sur le contexte transnational de la circulation des pratiques éducatives de Henriette Heath, et de même que pour les associations militantes dans lesquelles elle est impliquée. Et puis, deuxièmement, tout simplement parce qu'il nous semble que sa trajectoire, comme vous allez le voir, ne peut pas être pensée dans un simple cadre national. À toi. Alors, on va commencer par quelques données biographiques la concernant. Elle est née en 1885, originaire du canton de Neuchâtel, est issue d'une famille de libres penseurs. À la fin de sa scolarité obligatoire, elle s'en va perfectionner ses connaissances en allemand à Zurich, puis après elle va faire de même en Angleterre pour perfectionner la langue anglaise. Durant la Première Guerre mondiale, elle va soigner des blessés dans un hôpital militaire allemand. Et c'est finalement en 1924 qu'elle va s'établir à Genève. Et c'est dans cette ville qu'elle va se remarier avec Émile Heath, ouvrier et objecteur de conscience. Et puis là aussi où elle va finir ses jours, soit en 1878. Et on peut s'intéresser maintenant davantage à sa longue période genevoise, d'un point de vue professionnel en particulier. Donc, lorsqu'elle arrive à Genève, elle trouve d'abord un emploi chez Alice Descoeudres. Pour elle, elle va mener diverses tâches, notamment de la couture, du nettoyage ou encore la rédaction de lettres. Et ça sera aussi par l'intermédiaire de Descoeudres qu'Henriette, elle va rencontrer deux représentants de l'éducation nouvelle, Édouard Claparède et Pierre Bovet de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Et en 1926, Bovet va l'engager comme secrétaire personnel à l'Institut. Et en qualité d'espérantophone, son travail va consister principalement à mener des travaux autour de la cause de l'espéranto et plus particulièrement encore autour de l'enseignement de l'espéranto. Un an plus tard, elle va également devenir la secrétaire d'Adolphe Ferrière, pour lequel elle va assurer un travail ayant trait principalement à la rédaction et à la traduction. Par le biais de ces mêmes protagonistes, elle va aussi rejoindre le Bureau international d'éducation. Elle donnera notamment des cours d'espéranto au personnel du bureau, ce qu'elle fera aussi en tant que chargée de cours à l'école d'études sociales pour femmes de Genève. Ce qu'on peut encore préciser ici, c'est qu'en 1942, elle publie sous pseudonyme son livre intitulé Homme sans visage, qui relate la période où elle travaillait justement dans cet hôpital militaire allemand durant la Grande Guerre, où elle soignait les blessés. Et on peut préciser d'ailleurs que la préface de ce livre est signée par Ferrière. Alors son parcours, il atteste d'importants réseaux militants et de sociabilité.
Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est qu'en 1919, hein, elle adhère, alors qu'elle est en Allemagne, à la Ligue internationale de la jeunesse, qui avait récemment été créée avec l'ambition de participer à l'avènement d'un pouvoir prolétarien en Allemagne et dans le monde. En 1920, elle rejoint aussi le Parti socialiste allemand, au sein duquel elle va rester durant 5 ans. Et puis, entre-temps, cette Ligue internationale de la jeunesse est devenue un véritable parti politique, l'Union internationale de lutte pour le socialisme, et IT, elle va être en charge de la cellule genevoise de ce nouveau parti internationaliste. Elle va également être proche du mouvement ouvrier, hein, notamment au bénéfice des cours d'espéranto qu'elle va dispenser au sein d'un syndicat. Puis bien sûr, donc c'était une pacifiste convaincue. Elle va être également active plus spécifiquement sur ce terrain-là. Donc elle est affiliée au mouvement espéranto. Elle fréquente aussi les Quakers de Genève. Elle va également s'engager en faveur du mouvement pour l'objection de conscience. Et puis donc finalement, elle est également proche du courant de l'éducation nouvelle, en particulier de par de sa collaboration avec Ferrière. Alors, à travers ces divers engagements, elle s'implique donc activement dans la Genève internationale et internationaliste, hein, avec cet esprit qu'on lui rattache et cette conviction de l'avènement d'une ère nouvelle et pacifiée. Et donc, sa figure et ses nombreux réseaux de sociabilité constituent à nos yeux un cas d'étude intéressant pour déceler en fait la porosité qui a pu exister entre l'éducation nouvelle et d'autres mouvements militants relatifs au pacifisme. Alors, dans le cadre de cette communication aujourd'hui, on va se centrer en particulier sur 2 mouvements investis par Henriette, c'est-à-dire donc le mouvement espéranto et les Quakers, pour mettre en lumière quelques formes de circulation perceptibles entre ceux-ci et le courant de l'éducation nouvelle. Alors, je vais commencer par dire quelques mots donc, sur le mouvement espéranto, hein, dont elle fut une militante convaincue. Pour un bref aperçu historique, ce qu'on peut dire, c'est que cette langue auxiliaire, elle a été inventée en 1887 avec l'ambition de proposer une langue internationale pour améliorer l'entente entre les peuples. Va s'en suivre alors le développement d'un mouvement transnational pour propager l'espéranto. Et il s'agissait notamment, dans ce cadre, de promouvoir l'enseignement de l'espéranto dans les écoles. Et c'est au début du XXe siècle que vont se mettre en place les premières expériences en la matière, donc à l'école, qui vont ensuite se multiplier au sortir de la Première Guerre mondiale. Et c'est également à ce moment-là que l'Institut Rousseau il va investir cette cause, puisqu'il va organiser la conférence internationale sur l'enseignement de l'espéranto dans les écoles. Donc ça, c'est en 1922. Elle ne travaille pas encore à l'Institut, mais par contre, quelques années plus tard, lorsqu'elle est devenue la secrétaire de Beauvais, elle va prendre une part active dans l'enquête internationale qu'organise l'Institut Rousseau sur l'enseignement de l'espéranto dans les écoles. Et ça, c'est une enquête qui va durer plusieurs décennies. Alors, de par l'entremise d'Henriette Hitt, on peut déceler déjà une première forme de circulation entre l'éducation nouvelle et le mouvement espéranto, puisqu'en tant que secrétaire de Ferrière, elle va se charger de relayer au sein du mouvement espérantiste certains travaux que lui publie au sujet de l'école active. C'est ce que montre l'extrait de gauche. C'est un article qu'Hitt a écrit en 1932 au sein de la revue Espéranto, qui est en fait l'organe officiel de l'Association universelle d'Espéranto. Donc on voit à travers la brève traduction que j'ai mise, elle vante les bienfaits de l'école active, hein, selon quoi la généralisation donnerait lieu à un environnement social dans lequel la guerre et la violence brutale disparaîtraient automatiquement. On le voit, elle invite ensuite les lecteurs à se reporter à l'ouvrage de Ferrière « Transformons l'école », qu'elle-même, en fait, s'était attelée à traduire en espéranto sous l'égide de l'Association universelle d'espéranto. Elle va également traduire un autre de ses écrits qui va apparaître cette fois dans la bibliothèque d'une autre association espérantiste, celle des enseignants espérantistes. Donc cet écrit traduit, c'est « Comment éduquer nos enfants ». Et puis l'extrait de lettre qu'on vous a mis ici au milieu, c'est une lettre d'Henriette adressée à Ferrière en 1957, qui suggère la volonté même de celui-ci de voir ses travaux traduits aussi dans cette langue auxiliaire pour promouvoir les principes qu'il défend. Ce qu'on peut aussi préciser encore, c'est que lui-même, en fait, il publie dans la revue de cette association d'enseignement espérantiste plusieurs articles
Et donc, on peut supposer, Hit, comme elle est proche de cette association, qu'elle a pu jouer le rôle d'entremetteuse et de traductrice à plusieurs reprises, puisqu'elle collabore véritablement avec cette association, notamment dans le cadre de l'enquête internationale qu'elle mène à l'Institut Rousseau. Et puis, à côté de ce travail de traduction qu'elle mène pour Ferrières, Hit, elle effectue aussi un travail pour la revue Pour l'Air Nouvelle, en rédigeant notamment des comptes rendus d'ouvrages, mais aussi des articles. C'est le cas en 1932 où elle publie un écrit pour faire connaître une expérience d'enseignement d'espéranto qui a été menée dans une école anglaise. Donc, au-delà de faire connaître cette expérience aux lecteurs Pour l'Air Nouvelle, ce qui est intéressant de relever ici, c'est le parallèle qu'elle fait entre l'enseignement de l'espéranto et des principes issus de l'éducation nouvelle. Donc, elle commence par expliquer que le choix d'enseigner l'espéranto dans cette école, il s'était justifié de par la facilité de cette langue, et aussi par le fait qu'elle emprunte ses racines aux principales langues européennes et que ça constituerait donc une aide pour un apprentissage ultérieur d'autres langues, des langues vivantes. Et à ce titre, elle parle de la stratégie du détour et elle explique, je cite, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de l'enseignement, nous voyons qu'on arrive à un meilleur résultat en commençant par un détour. Madame Montessori, par exemple, arrive à faire former mieux les lettres aux enfants en les exerçant à manier un crayon pour colorier des surfaces avant qu'ils s'attachent à former les lettres. Et juste après, elle émet une autre comparaison, cette fois-ci avec la gymnastique rythmique, et qui permettrait de préparer à la pratique d'un instrument ou à la composition musicale, donc aussi avec cette idée de détour. Et là, ça pourrait, par exemple, faire référence à la méthode du Genevois Dalcroze, ce qui fait aussi partie des pédagogies actives. Donc, on voit qu'on a un parallèle qui est fait entre des principes qu'elle rattache à l'éducation nouvelle et qui pouvaient être appliqués aussi grâce à l'usage par les enfants de l'espéranto, une langue qui permettait de favoriser une meilleure compréhension internationale, et donc avec cette même visée pacifique qu'on retrouve dans le courant de l'éducation nouvelle. C'est un exemple, mais on trouve aussi ce même parallèle dans d'autres rapports, soit de Hit spécifiquement ou plus largement de l'Institut Rousseau. Je vais maintenant en arriver à notre deuxième angle qui consiste à tenter de vous montrer un parallèle entre l'engagement de l'éducation nouvelle et l'engagement pour le quakerisme qu'on retrouve chez Hit et aussi chez d'autres acteurs de ces réseaux de sociabilité militante. Je vais d'abord situer ce qu'on entend ici par militantisme quaker, partant du principe que pas tout le monde connaît forcément les spécificités. Le quakerisme est aussi plus communément appelé par les membres de cette organisation la Société religieuse des Amis. C'est en fait un mouvement religieux fondé en Angleterre au XVIe siècle par des dissidents de l'Église anglicane. Les Quakers sont connus pour résumer, synthétiser. D'un côté, parce que tout au long de leur trajectoire, ils ont historiquement dû faire face à un certain nombre de persécutions, vu qu'ils sont dissidents, et aussi parce qu'ils ont été très impliqués dans l'abolitionnisme aux États-Unis, dans l'abolition de l'esclavage. Ils se distinguent assez radicalement des autres groupes religieux. Notamment, ils sont très connus pour le fait de rejeter toute structure hiérarchique, de rejeter par exemple le clergé professionnel en leur sein. Ils revendiquent également l'égalité des sexes, et donc on peut les considérer comme très féministes. Et le pacifisme est également une cause centrale, dans le sens que les membres de cette société sont radicalement opposés à l'usage de la violence. Pour cette raison, parmi eux, on retrouve souvent de nombreux objecteurs de conscience. On sait que progressivement, les groupes Quakers ont adopté des formes d'organisation internationale et que pour ces raisons, et en raison de leur pacifisme, ils sont bien souvent impliqués dans des actions de secours organisées pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont également contribué de manière souvent cachée à la fondation de diverses ONG. On sait notamment qu'ils ont été très impliqués dans la fondation des Nations Unies. Voilà pour en revenir à Hit. Ce qui est important de savoir, c'est que quand elle arrive à Genève, les militants de l'éducation nouvelle qui travaillent à l'Institut Rousseau, ils sont déjà très liés avec les Quakers présents à Genève. Depuis, on situe les années 20, mais ça remonte peut-être à plus tardivement, plus anciennement.
Donc l'Institut Rousseau, qui est, rappelons-le, un lieu centralisateur pour l'éducation nouvelle en Suisse romande, il rassemble alors des acteurs importants de la Ligue. Notamment, on pense à Adolphe Ferrier et Elisabeth Rothen, les fondateurs de la Ligue, qui enseignent aux côtés des inventeurs et concepteurs des méthodes actives, Pierre Bovet, Édouard Claparède, Alice Descoeudres. Ah. Et puis, parmi eux, il y a beaucoup de protestants progressistes. Pour d'autres, ils sont aussi, ou des fois c'est lié, très tournés vers le christianisme social, mais ils sont alors en même temps de clairs sympathisants des idées du quakerisme, voire y adhèrent ou participent à leurs activités. C'est d'ailleurs Bovet qui prête les locaux de l'Institut Rousseau aux Quakers de Genève pour que, dès 1920, les premières rencontres formelles du groupe de Genève aient lieu. Un autre exemple, mais je vais essayer d'aller assez vite, on sait que c'est aussi le couple Bovet qui s'empare de la traduction d'auteurs Quakers, donc qui traduisent de l'anglais au français des ouvrages Quakers et les font circuler en Suisse romande et en francophonie. On sait que les relations aux Quakers sont aussi très importantes, qu'elles vont perdurer, notamment par l'intermédiaire d'Adolphe Ferrier et Elisabeth Rothen, qui sont eux-mêmes en fait des membres officiels Quakers. S'agissant de Heath, on sait qu'elle va suivre une trajectoire similaire. Elle est d'abord considérée comme une sympathisante, mais on sait qu'elle adhère aux activités des Quakers dès les années 1940. Pour cette raison, on a mis en avant ici un article que nous avons repéré de ses travaux, qui est publié en fait pendant la période Quakers. Et selon nous, il reflète des convictions typiquement Quakers, dans le sens qu'il est un manifeste pour un accueil digne des réfugiés sur sol suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autre part, il a en fait un fort accent porté sur l'accueil des enfants, qui coïncide avec une conscience spécifique à l'égard du devoir de protection de l'enfance qu'elle partage alors avec les Quakers et les protagonistes de l'éducation nouvelle. Je ne sais pas si on va arriver à tout faire. Hein. Je vais essayer d'aller... 5 minutes 3 minutes. 3 slides. Ouais. Je vais essayer d'aller vite. Je m'excuse si je vais un peu vite. Pour comprendre ces relations, à Genève, on dispose d'un corpus de correspondance qui sont des lettres écrites par Mary Butts, dont on a entendu parler avant du BIE. Et elle écrit ces lettres quand elle est contrainte de rester en Grande-Bretagne en raison de sa nationalité anglaise. Ces lettres sont donc adressées au secrétaire du BIE, mais permettent de repérer tout un réseau. On a questionné ces lettres pour voir quand était mentionnée Henriette Heath. Et effectivement, un certain nombre d'échanges permettent de constater que Henriette Heath est non seulement très liée aux Quakers de Genève, mais très liée à Mary Butts. Je fais vraiment un résumé accéléré. On sait aussi qu'elles ont des échanges entre les secrétaires du BIE et Mary Butts autour du livre dont Viviane a parlé avant, L'homme sans visage. Au moment où il est publié, Butts est informé de cette publication et Henriette Heath lui envoie l'ouvrage. Donc, on peut imaginer qu'il a circulé en Angleterre. On peut imaginer, il a circulé. Et est-ce que je prends le temps encore de faire la dernière ? Oui, quand même, parce que la conclusion, je ferai... Ouais. Elle est assez courte. Ok. Si ça va. C'est frustrant, je vais vraiment très vite sur les choses. Alors, pour finir, un dernier élément qui nous a semblé très intéressant au fil de la recherche, c'est que selon nous, l'engagement d'Henriette Heath, il mérite ou il gagne à être analysé en duo avec celui de son mari Emile Heath. Je m'explique. On a vu, notamment dans les correspondances dont j'ai parlé avant, de Mary Butts, que des réseaux de solidarité s'organisent autour d'Emile Heath, qui est objecteur de conscience et qui risque l'exclusion du canton de Genève en Suisse en raison du fait qu'il refuse de faire l'armée et de payer sa taxe. Il est d'abord emprisonné et ensuite il est menacé d'expulsion du sol suisse, du sol genevois, pardon. Et à tous ces moments où il y a des réseaux de solidarité qui s'organisent, on retrouve les mêmes acteurs, c'est-à-dire Alice Descoeudres de l'Institut Rousseau et aussi une autre actrice dont on n'a pas encore parlé, Hélène Monastier, qui est alors institutrice et proche amie de l'Institut Rousseau et qui gravite aussi dans ces histoires d'éducation nouvelle. Donc, la lecture de Henriette Heath avec son mari permet ainsi de comprendre ou de faire émerger une cause peut-être plus large de l'antimilitarisme qui nous semble centrale dans leur trajectoire. Et on voit que beaucoup des acteurs et actrices évoqués se retrouvent autour de la défense de cette question. En outre, on a travaillé aussi pour comprendre si Emile Heath était Quakers. C'est la même chose que sa femme.
il a les mêmes affiliations officielles. Un dernier petit point sur... on s'est questionné sur son quakerisme de son mari. On s'est aussi demandé mais quels pouvaient être ses liens avec la Ligue pour l'éducation nouvelle. Ça, c'est plus difficile de les saisir. Il faudrait des plus amples recherches. En revanche, on sait qu'à la suite de la menace d'expulsion du seul Genevois, il va rester finalement à Genève et il va débuter des études de psychologie à l'Université de Genève. Et il va alors être en contact avec Charles Baudouin de l'Institut Rousseau et commence à se lier d'amitié avec Adolphe Ferrière-Commence. Ça a déjà commencé à un moment, mais on date depuis ce moment-là. Donc, on en déduit qu'il y a un intérêt et un début d'études de psychologie, ce qui n'est pas rien. Et puis, deuxièmement, on sait qu'il partage des causes communes avec Adolphe Ferrière. Alors, rapidement encore, mais vraiment rapidement, quelques éléments de conclusion. Donc, à travers cette figure, ses engagements et ses principales relations, donc on voulait réfléchir justement entre le lien qu'elle pouvait avoir avec l'éducation nouvelle sur une période donnée, avec cet objectif de chercher à montrer la porosité entre le courant de l'éducation nouvelle et d'autres causes. Et à cet égard, donc son cas, il nous a paru assez éclairant. Donc on a vu qu'elle œuvre bien dans le champ de l'éducation nouvelle, hein, en particulier pour le compte de Ferrière, notamment en jouant ce rôle de relais entre ce courant et le mouvement espérantiste. Et par ailleurs, on a vu qu'elle était aussi liée, de par ses connexions avec des figures genevoises de l'éducation nouvelle. C'est ce que nous a montré en fait ce regard sur son engagement quaker. Donc bien sûr, l'éducation nouvelle, elle ne paraît pas centrale pour elle, mais ces différentes formes de circulation qu'on a essayé de mettre en exergue font ressortir un réseau de causes relatif plus largement au pacifisme dans sa tendance fortement antimilitariste. Et ça fait écho à l'existence donc de causes partagées, transnationales et de même horizons d'engagement, pour reprendre une expression de Saunier. Et c'est ce qu'on a tenté d'illustrer ici dans ce schéma représentant ce groupe militariste qu'on a identifié. Et puis, encore deux phrases. Un point qu'on voulait relever, c'était attrait à l'invisibilisation des femmes en histoire de l'éducation. Donc, on a vu, en suivant de près sa trajectoire, que HIT, elle fait plus qu'un travail, on pourrait dire, de secrétaire, mais il n'empêche qu'on retrouve peu de traces d'elle, d'autant plus qu'elle écrivait sous pseudonyme, donc comme si elle s'effaçait derrière un peu les causes qu'elle défendait. Donc sans doute, ça peut être une stratégie, un choix politique de sa part, mais ça peut aussi probablement être le reflet des contraintes qui pèsent alors sur des actrices subalternes. Voilà. Merci pour votre attention. Et on a quelques références.